Il avait donc une lésion grave et certainement ressenti une douleur intense après la déchirure de la rate, suite à l'impact du projectile qui a dû l'emporter. Et comment on peut croire qu'un médecin qui est urgentiste, qui est diplômé de son état, comment, après interrogatoire des accompagnants, de ceux qui ont accompagné le corps, peut dire que, peut préciser du moins les circonstances du traumatisme après avoir examiné ce blessé par balle. Ça, c'est un blessé par balle, ce n'est pas un blessé, n'importe quel blessé. Blessé par balle. Comment ce monsieur, ce médecin, puisse orienter vers un autre centre médical sans tenter de le sécuriser, puisque visiblement, il a fait pratiquement tout le tour d'Abidjan. Dans la conférence de presse de M. Miambli, de l'endroit où ils ont entendu la détonation, ils ont envoyé le corps au CHU de Cocody. Et du CHU de Cocody, il aurait envoyé au CHU de Treichville, à l'Institut de cardio. De l'Institut de cardio, il aurait envoyé au CHU de Treichville. Et CHU de Treichville, n'ayant pas le plateau technique amélioré pour pouvoir accueillir l'enfant, ils l'ont envoyé par la suite à la clinique Farhat. Vous voyez, tout ce parcours. Et cela a duré pendant plus de 9 heures de temps. Comment quelqu'un qui a eu la rate éclatée peut survivre pendant 9 heures de temps? Et moi, j'ai fait des recherches. J'ai interrogé, par exemple, l'Institut de cardio, le système informatisé là-bas. Avant de recevoir un malade, quelqu'un qui est blessé, surcroît par balle, il y a un engagement à signer. Après l'engagement, voilà un dossier qu'il faut remplir. 1, 2, 3, 4, vous voyez, 5, 6 et 7 pour constituer le dossier avant toute intervention. Est-ce que le temps qu'ils ont passé là-bas était suffisant pour que, d'abord au CHU, est-ce que le temps était suffisant pour que tous les médecins, les grands médecins de la place soient intervenus sur la personne? Je trouve ça improbable. Je trouve cela un peu... en fait, je suis restée sur ma faim. Je me dis que, ou alors, on connaît les heures d'entrée et de sortie de ces hôpitaux, et puis, bon, facilement, on sait que ce jeune, le corps n'est pas passé par là. Vous voyez? Ou alors, on connaît les opérations qui ont été pratiquées sur le corps, sur la personne. Et puis, bon, on dit que la personne, puisqu'elle était atteinte par balle, il fallait une intervention chirurgicale rapide. Donc, au CHU, quelles opérations ils ont posées, quelle chirurgie ils ont pratiquée pour permettre à ce jeune de faire tout le tour d'Abidjan pour se retrouver à la clinique Farhat. Maintenant, s'ils ne sont pas passés ni par le CHU de Cocody, ni par le CHU de Treichville, ni par l'Institut de cardio, il faudrait qu'on le sache aussi, pour savoir où est réellement décédé ce jeune. Est-ce que c'est vraiment le 22 que le jeune est décédé, ou le 26, ou le 28? On n'en sait rien. Parce que la mère m'a expliqué qu'on l'avait invité, que la clinique Farhat l'avait invité à venir payer une facture. Et cette facture de 4 millions serait réduite à 3 500 000. Pour l'Afrique, il paraît que la diffusion copie.
Pour la Florida, c'est coupé, ils sont partis. Donc, la mère m'a expliqué que le 26, c'était le 26 ? Elle était appelée par la clinique Farhat pour aller payer une facture. Et cette facture... Le 28. On t'a dit de venir payer la facture. Le 28, on est quitté à la morgue. Voilà. Après la morgue, voilà. On lui aurait dit de venir payer une facture de 4 millions. Mais comme le patient est décédé, on réduisait cette facture à 3,5 millions. Et elle leur a posé, ce qu'elle m'a expliqué, elle est là, hein, elle leur a posé la question de savoir qui a envoyé son enfant dans cet hôpital, dans cette clinique. Et quels soins ont été pratiqués sur le jeune. Donc, quand elle conclut, quand elle nous dit que son enfant est mort dans la maison du député, je dis que ce n'est pas impossible. Le dossier, je ne voudrais pas parler de choses qui nuisent à l'instruction, mais je suis quand même restée sur ma faim quand elle me dit que son enfant est décédé dans la maison de ce monsieur. Et ils m'ont demandé, les parents, de déposer plainte directement contre M. Miambli et contre la clinique Farhat. Ce que j'ai fait. Ils ont demandé également à ce que je demande au juge de faire en sorte que l'immunité parlementaire du député Miambli soit levée. Ce que j'ai fait également. Dès mon retour de ma mission, j'avais fait donc cette demande. J'ai déposé la plainte le 12 avril, comme ils me l'ont demandé. Et puis le 18 avril, j'ai fait la demande de l'immunité parlementaire parce que c'est le procureur de la République qui doit demander l'immunité parlementaire. Donc j'ai adressé ce courrier de demande de levée de l'immunité parlementaire au parquet, au procureur Adou Richard et également au juge d'instruction. Je me suis dit que s'ils ne considèrent pas que c'est un cas de flagrant délit qui ne nécessite pas la levée de l'immunité, ben, ils pourraient demander cette levée de l'immunité à l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai fait. Puis, bon, je ne sais pas si la plainte a abouti, parce que, bon, il n'a pas été encore interrogé en tant qu'inculpé, M. Miambli. Donc, je ne sais pas si quelque chose est fait pour lever l'immunité parlementaire, ou si quelque chose est fait pour l'inculper directement. Ça, je ne peux pas répondre à cela. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans l'environ de M. Miambli que les faits se sont produits. C'est son arme qui finalement a donné la mort. Il ne conteste pas que c'est son arme. Lui-même Miambli, son arme. Son arme. Son arme. Je reconnais que c'est son arme. Ah bon? Ouais. Mais seulement dans la conférence de presse, dans sa conférence de presse, il explique que son arme, il avait remis à son garde-corps. Et son garde-corps, qui est officier de surcroît, M. Oulaï Philippe, l'aurait remis au sergent. Vous comprenez la chose. Un officier remet l'arme au sergent pour vérifier si l'arme ne contient pas de balles. Vous voyez? Donc, ce mouvement-là, bon, que c'est en redonnant l'arme, quand il avait redonné l'arme à M. Bao qui était dans la voiture, à l'arrière de la voiture, que
que la balle est partie. Et que la balle aurait atteint le jeune au bras. Donc voilà, dans sa conférence de presse, ce que j'ai tiré. Et moi, je me suis dit, mais une balle qui a atteint le bras, comment se fait-il que la balle ait atteint le tendon, coupé, sectionné? Donc, je tiens ça de la mère qui a vu le corps. Parce que c'est elle qui m'a dit que les tendons étaient coupés. Les tendons étaient coupés et il y avait des traces de iatrogènes, des traces de choses. Et le bras était cassé. Le bras totalement cassé. Voilà, les os broyés. Donc, bon, moi, j'avoue que je dis que la balle, visiblement, a fait un long chemin. Mais maître, si vous êtes chargé de l'affaire, aujourd'hui, est-ce que vous êtes fondé de vous prononcer, par exemple, sur l'autopsie qui a été réalisée sur le corps de l'enfant? Donc, Miamdi tient même la copie. Parce que s'il y a une autopsie qui a été pratiquée sur le corps de l'enfant, on est censé quand même savoir que c'est la balle de telle arme qui... L'arme, il n'y a pas de doute sur l'arme. C'est le pistolet de M. Miamdi. En fait, ces gardes de corps même nous ont confirmé. Lui-même, il a confirmé. Lui aussi, il a confirmé. C'est son arme. Il n'y a pas de doute dessus. Maintenant, ce que j'ai relevé encore dans sa conférence de presse, dans la conférence de presse du député Miamdi, c'est qu'il se posait la question de savoir qu'est-ce que le jeune Brice, qu'est-ce qu'il cherchait en allant s'asseoir au milieu de deux agents de sécurité. Et dans sa voiture qui est pleine d'armes. Son véhicule qui est plein d'armes. Vous voyez? Et moi, je me suis dit aussi, à l'analyse, que si M. Miamdi dit ça, ça veut dire que forcément, si Brice était derrière le véhicule et qu'il était assis entre deux agents de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y avait au moins 5 personnes dans ce véhicule. Puisqu'il y avait le chauffeur, il y avait M. Oulaï Philippe devant, et derrière, quand on a remis l'arme, c'est M. Bao Parfait qui était là. Si Brice a été atteint, c'est parce qu'il était certainement à côté de M. Bao Parfait. Mais la 5e personne, c'est qui? La 5e personne, c'est qui? Et même s'il devait être atteint, il y avait un garde à sa droite. D'abord atteindre le garde avant d'arriver chez lui. Juste c'est sorti ici. Voilà. Donc, moi, je me pose beaucoup de questions dans ce dossier. Donc, quand il me dit qu'aucun organe, quand sa conférence de presse me fait comprendre qu'aucun organe n'a été emporté, qu'aucun organe n'a été enlevé à l'enfant, et qu'il n'y a pas un millimètre d'intestin qui a manqué, bon, je me dis que c'est l'autopsie, c'est peut-être dans l'autopsie qu'il a vu ça. Et si, bon, ce qui est certain, c'est que moi aussi, je vais voir l'autopsie. Sinon, je l'ai déjà vu. Mais je ne parle pas de l'autopsie, je ne parle de rien du dossier d'instruction. Voilà. Je me base sur les termes même de M. Niambli pour lui répondre. Pour lui dire que ce n'est pas possible. Si Brice était assis entre deux gens et dans un véhicule où il y avait sa sécurité, ça veut dire que devant le véhicule, il y avait 2 personnes. Il y avait au moins le chauffeur et puis il y avait M. Oulaï. Et derrière, puisque c'est M. Oulaï qui aurait donné l'arme à celui qui était derrière, c'est qu'il y avait M. Bao, il y avait Brice, mais il y avait quelqu'un d'autre qui était à côté de Brice.
Et moi, je trouve que c'est mystérieux de ne pas savoir qui était à côté de Brice dans cette voiture. Donc, la rupture de la rate, là, hein, je poursuis. Visiblement, hein, si le CHU avait pu constater, le CHU de Cocody avait pu constater ça, le CHU aurait pu faire des opérations. Mais d'où vient-il que dans la conférence de presse, M. Miambli nous dise que le médecin qui a consulté Brice leur a dit que la situation était stabilisée et qu'il pouvait aller en voyage. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans sa mission, même avec celui qui était censé avoir tiré. Il communiquait avec tout ça. Il était avec lui. Bao, là. Bao était parti avec lui. Et c'est seulement, les faits s'étaient passés le 22, le 26, il y a eu les visites aux parents. Et puis, le 28, le corps a été découvert au CHU, à la morgue de Yopougon. La morgue de Yopougon. Donc, tout ça paraît mystérieux. Et je me dis que pour une certaine objectivité, dans ce dossier, il faut que M. Miambli soit inculpé. Il faut qu'il soit inculpé directement. Il faut que, si son immunité gêne, que cette immunité-là soit levée pour que la gestion du dossier soit plus saine, soit plus équitable. Parce que d'un côté, il dit qu'il n'a rien fait, d'accord, tout le monde sait qu'il n'a rien fait. On peut vous inculper, et puis bon, si vous n'avez rien fait, vous repartez chez vous. Oui. Il n'y a pas de problème. Et toutes ces personnes qui sont autour de lui, les personnes qu'il a laissées accompagner à la place des parents ce jeune dans les différents centres médicaux, mais ces personnes-là ont besoin d'être interrogées, hein? Et non seulement interrogées, pas en tant que témoin, mais en tant que complice au moins, pour que la situation puisse être saine et que véritablement on ne vive plus sous le couvert de l'impunité, de ce que je vais appeler impunité. Donc véritablement, je ne sais pas pourquoi attendre si longtemps avant d'informer les parents de ce que leur enfant est mort. Du 22 jusqu'au 26, hein, avant de savoir qu'un enfant est mort, alors que l'enfant était censé faire partir d'un cortège. Et vous avez écouté la mère qui vous a expliqué que elle devait voyager avec son enfant. Et puis bon, par la force des choses, il est parti. Mais l'enfant avait des téléphones. Ça veut dire qu'il communiquait souvent avec sa mère. S'il était retenu dans un centre médical, dans une clinique pour un traitement, ben, s'il parlait, mais il fallait le mettre en communication avec l'enfant parlait, il communiquait à chaque fois à lui, hein? Il appelait. Ah, voilà. Donc il aurait pu appeler sa mère. Il a oublié sa mère, c'est lui. Miambli seulement, mon enfant Brice connaît, et qu'il l'appelle jusqu'à ce qu'il décède. C'est là, vous pensez que c'est vrai? Et il avait... L'enfant qui ne me voit pas, il veut faire un petit voyage, qui m'appelle. C'est lui qui va être blessé, qui ne va pas m'appeler, et qui va appeler seulement Miambli, jusqu'à ce qu'il décède. Quand même. Soyons francs. On ne sait pas si... Soyons francs quand même. Les habits que portait l'enfant... C'est pas la mort d'un Allemand. Les habits que portait l'enfant le jour du décès,
la mère me disait que quand elle a rencontré M. Oulaï, qui lui a dit que l'enfant portait un habit de marin. Oh, c'est pas ce qu'il a porté pour partir. Il dit qu'il a porté un t-shirt, je ne sais pas. Oh, il a porté une chemise blanche, un pantalon bleu. Voilà. Hein? Et donc, c'était arrivé là-bas, ils l'ont changé, mais où se trouvent maintenant ces habits-là? Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé ces habits. Où se trouvent ces téléphones? Ces téléphones, sa carte d'identité, tout cela, tout est parti. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé. Voilà. Pour un truc d'un accident. Tout si on avait pu trouver son téléphone, peut-être qu'on aurait su comment les échanges d'informations, les échanges de la communication, c'était... On connaît les centres d'information. Quand un malade est admis, on demande toujours les parents. Vous demandez leur avis. Mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que ceux qui étaient là, ils ont sûrement dit qu'ils sont les parents. Ok, mais ils vont répondre à leurs actes. Mais c'est ceux et puis qui là? Cédric. Ils étaient deux qui sont restés à côté d'après lui, M. Miambri. Donc il y a doute. Et si l'enfant était vraiment blessé, moi j'étais au village, il sait qu'on est de même village, il est venu à Semia pour intronisation. Il peut quand même faire un tour au village là pour informer les parents. Ça n'a pas été le cas. Hein? C'est un truc qui est prémédité. Hein? Il a préparé ça. C'est pas un accident. Aussi, il n'est pas blessé. Il a tué mon enfant chez lui. Donc le problème est qu'il y a doute sur l'heure du crime. Il y a doute sur le lieu du crime. Et puis la manière, les circonstances même. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu à mes deux yeux. Voilà, il y a même... Je ne l'ai pas encore vu. Il y a tout ça. Ni les vêtements de mon enfant. Et je me suis posé aussi la question de savoir... Les vêtements qu'il a portés, c'est son sac. Ils ont amené avec les menottes ensanglantées dedans. Sinon, le reste de ses habits qui étaient sur lui, chaussures, tout est resté jusqu'à aujourd'hui. Sa carte d'identité, tout. Sa bague blanche qu'il portait. Tout est resté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi laisser les menottes dans le sac? Moi, je voulais comprendre non, mais c'est le travail de Dieu. Je voulais comprendre une chose. Oui. Tout à l'heure, vous parlez d'un organe quand même. D'un organe sur le corps de l'enfant. La rate, oui. Le père m'a dit que le médecin qui l'a envoyé pour suivre, parce que lui-même, on l'avait empêché d'entrer, le père. Et la personne qui était rentrée avec eux, avec ceux qui ont fait l'autopsie, c'est un médecin. Et c'est celui-là qui a informé le père que la rate a disparu. D'accord. Moi, je voulais savoir, concernant cet organe-là, la rate, parce que moi, j'ai interrogé un peu mon ordinateur ce que ça joue comme rôle dans le corps humain. On dit ça contribue, c'est ça qui fait même que l'existence de l'homme même a tout son sens. Voilà, donc c'est un organe qui est très important. Alors, c'est une ablation ou bien ça a été détruit? Non, en fait, c'est une ablation. Ça a été une ablation. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Une ablation de la rate. Une ablation de la rate. Parce que, tu vois un peu... l'intestin. L'intestin aussi. Les intestins aussi. Oui, ils ont coupé. Parce que, il y a une petite chose, parce que la rate, c'est un organe qu'ils ont pris pas tout à fait. Parce que dès qu'ils ont fait l'autopsie, mon frère qui était médecin qui était dedans, ils ont vu effectivement qu'il n'y avait pas la rate. Et moi, oui. Donc, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas la rate, lui, il a su ça déjà. Ils ont voulu parler en cours de médecin. On peut lui dire des médecins aussi. Donc, ça en faisait ça. Donc, je vous explique que la fracture ou la rupture de la rate est une urgence médicale absolue en raison de l'hémorragie massive qu'elle entraîne. Elle provoque généralement une douleur vive et justifie une intervention chirurgicale urgente.
en cas d'hémorragie importante puisque l'abdomen se remplit de sang. L'intensité de la douleur ressentie varie selon le degré de la lésion. La décision du type de traitement est en rapport avec le grade de la plaie. Et selon la classification chez Ford, la splénectomie totale, ablation de la rate, est indiquée en cas de lésion grave. La rate est absente, comme il a dit, selon le rapport d'autopsie. On peut conclure que Brice a subi une ablation de sa rate. Il avait donc une lésion grave et a certainement ressenti une douleur intense après la déchirure de sa rate suite à l'impact du projectile. Parce que finalement, ce serait un projectile tiré dans le ventre qui aurait tué l'enfant. Bon, donc, c'est pour ça que nous disons que un projectile qui est tiré dans le ventre par accident, par inadvertance, et puis qui tue quelqu'un, comment ce projectile-là a pu se promener, venir ici, venir là, aller ici, couper les tendons. J'ai dit, mais ça c'est compliqué. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on se pose toutes ces questions-là. Donc la rate arrachée, ça fait beaucoup de dégâts. L'enfant ne pouvait pas survivre pendant plus de 30 minutes si une opération chirurgicale n'intervenait pas. Et comment, nous, notre personne là, dans notre cas, la personne a pu faire 9 heures en se baladant d'hôpital à hôpital avant d'arriver à Farhat, où Farhat a fait des opérations pour, j'ose pas dire pour boucher les trous. Parce que, je dis ça parce qu'on ne connaît pas la distance du tir. La distance du tir aussi. Donc il faut une balistique pour pouvoir trouver ça. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore fait. Alors pourquoi les parents disaient qu'eux, ils voulaient une autre autopsie pour qu'on puisse déterminer au moins l'impact de balle. Est-ce que maintenant, jusqu'à ce jour, le corps est toujours en conservation à Yopougon. Au sud de Yopougon. Donc, en fait, vous ne mettez pas en doute la première autopsie, mais vous voulez avoir plus de précisions sur ce qui est. Plus de précisions. Ouais. Donc voilà le problème de ce dossier, qui paraît un peu, j'allais dire, on peut le dénouer si seulement il y a de la bonne volonté de partout. Il faut que du côté de ceux que la mère estime que c'est eux qui ont tué son enfant, ils puissent être piqués d'un brin d'honnêteté, de choses de... comment je vais appeler ça, de bonne volonté, pour dire qu'effectivement, on y est pour quelque chose. Et puis on arrête le débat. Et il faut que aussi, notre justice qui a en main ce dossier puisse réagir pour mener les enquêtes qu'il faut, pour inculper les personnes qu'il faut, pour que les résultats des enquêtes et auditions, tout ça, puisse aboutir à quelque chose de concret. Parce que un tir qui est parti dans un quartier comme Cocody, quartier résidentiel, je me dis quelque part que si ce fusil-là, à moins que ce soit muni d'un silencieux, sinon une détonation, mais les voisins peuvent entendre ce qui s'est passé. Et puis comment se fait-il que dans un véhicule, on a entendu une détonation qui a... Voilà. Et puis on ne fait pas appel à la police. Voilà, à la police. Voilà. Et c'est juste à chose Agban quand ça va déposer la plainte. Porter plainte. Parce qu'il connaît le gendarme, capitaine Tewé, par rapport à lui, ça va à Agban.
Où il connaît les gens, c'est là ça. Et c'est quand? C'est après la noce. C'est la mort. Oui. Ah bon? Si on a demandé un peu partout, le commissaire même a appelé là-bas devant nous, commissariats qui sont à côté, qui sont à Cocody, ils ont dit qu'ils n'ont rien entendu, qu'ils ne savent rien de tout ça là. Après, ils nous dit qu'il allait porter plainte à Agba, parce que M. Théo est à Agba. Par rapport à lui, il allait porter plainte là-bas. Là, ils se connaissent. Donc il faut, pour conclure, on dirait que, on pourrait dire qu'il faut véritablement que justice soit faite, comme le réclame la mère et le père de Brice Yéhi Sisson. Il faut que j'allais dire, il ne faut plus qu'il y ait l'impunité. Parce que trop c'est trop. Plus d'une quarantaine de cas de tueries, de violences, mais on n'en peut plus. Il faut véritablement que ce type de cas-là soit revu. J'allais dire repensé, je veux dire les procédures doivent être repensées. Et que ces personnes-là ne soient pas, ces personnes suspectées, ne soient pas là à narguer le monde. À se pavaner, au mépris même de ceux qui souffrent, de la souffrance des autres. Les parents sont en train de souffrir. Et si la justice n'est pas capable de trouver les assassins du jeune Brice, il faudrait que peut-être la communauté internationale, la justice internationale, puisse nous aider pour faire nos enquêtes. Sinon, ce n'est pas possible. C'est vrai, puisque les enquêtes ici n'aboutissent jamais. Quelqu'un qui a son pistolet a tué. Il reconnaît que c'est son pistolet. Et c'est chez lui. Enfin, chez lui. Ou dans sa maison, ou dans son véhicule. Mais tout ça, c'est chez lui. Donc, je ne vois pas pourquoi la plainte des pères et mères de l'enfant, du jeune défunt, n'aboutirait pas. Mais la maman a parlé tout à l'heure de pression à tous ceux qui voulaient défendre le dossier. Est-ce que vous en avez subi? Non, moi je sais que je dis que je suis protégée. Je suis protégée par le Saint-Esprit, je suis protégée par Jésus lui-même, donc de sorte que quelqu'un qui voudrait m'approcher pour me menacer et tout ça, bon, c'est cette personne même qui serait menacée. Donc je ne peux pas, je veux dire, je ne crains pas les êtres humains. J'ai une organisation qu'on appelle l'Association internationale pour la démocratie en Afrique. Et dans cette organisation, je m'occupe des questions de démocratie, des questions de défense des droits humains, de protection des droits humains et des questions de développement tout court. Mais ce que je défends avec acharnement, c'est la violence. La violence contre l'être humain. Parce que ça retourne un peu les doigts de pied. Quand vous constatez que actuellement les jeunes, même les adultes, plus personne ne peut circuler en toute quiétude. Tout le monde a peur. On a peur de l'insécurité. On a peur d'être enlevé. On a peur d'être agressé. On ne va plus. Enfin, le pays s'arrête, quoi. Je veux dire, tout s'arrête. Et moi, je ne crains que Dieu. Je ne peux pas craindre les individus.
même si l'individu porte des cornes, j'avoue que les cornes dont je dispose, je veux dire les rayons du Saint-Esprit, brûlent davantage, de sorte que personne ne peut me menacer. Ils peuvent me menacer, bon, ça c'est leur problème. Et je me dis avec foi que ces personnes qui ont commis ce crime-là, que je ne qualifie pas, je n'accuse personne, mais les faits sont parlants. Et je me dis que la justice de Côte d'Ivoire doit pour une fois démontrer sa capacité à analyser les dossiers a priori. Mais je me dis quelque part que la mauvaise foi aussi est bien la chose la mieux partagée. Donc tu ne peux pas sentir des êtres humains souffrir de cette manière dont les parents sont en train de souffrir et puis laisser passer. Et mon mot, c'est que vraiment, la Côte d'Ivoire apprenne, je veux dire, sache lutter contre l'impunité. Et que la justice soit crédible, devienne plus crédible aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de notre justice. Les gens qui ont peur de notre justice, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que nous ayons une justice qui sache prendre ses responsabilités au moment venu. Et que notre justice soit désormais équitable pour les pauvres comme pour les riches. Oui, oui. Merci.